Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de cette nouvelle édition de Sénat 360. Fin de campagne pour les régionales. Dans une ambiance électrique, le ton monte entre Claude Barthelone et Valérie Pécresse. La candidate LR en Ile-de-France porte plainte pour injures aggravées, tandis que pour Manuel Valls, le Front National peut mener à la guerre civile. On fera le tour des points chauds de ce second tour dans un instant. Fin des négociations pour la COP 21 et le suspense demeure quant à la conclusion et la signature d'un accord ambitieux et contraignant. Un délai supplémentaire a été accordé pour surmonter les points de friction avant de discuter la version finale demain. Quelles sont les chances de réussite de cette conférence climat? Que faut-il retenir de ces 10 jours au Bourget? Analyse et décryptage dans cette édition. La constitutionnalité de l'état d'urgence mise en cause. Le Conseil d'État examine cet après-midi la conformité à la loi fondamentale de l'assignation à résidence de militants écologistes. Il doit aussi se pencher sur l'inscription dans la Constitution de la déchéance de nationalité. On en parle avec notre invité, le chercheur Jules Lepoutre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de retrouver Tam Tranui, je vous le disais en titre, dernier jour de la campagne des régionales, une campagne qui restait focalisée sur le Front National, même si les données perdants dans plusieurs régions, notamment celles où Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen sont candidates. On fait le tour des enjeux de ce second tour avec Cécile Sixou et Stéphane Amalian. Les résultats du premier tour donnaient Marine Le Pen et sa nièce gagnantes dans leur région. Finalement, les sondages d'entre-deux tours contredisent ces pronostics. Xavier Bertrand et Christian Estrosi, leurs adversaires respectifs, les devanceraient. Autre surprise pour le Front National, le parti de Marine Le Pen pourrait remporter deux régions plus inattendues, la Bourgogne-Franche-Comté et Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. La gauche, elle, s'en sortirait mieux que prévu grâce notamment à des alliances avec le Front de gauche et les écologistes. Elle pourrait conserver 3 à 5 régions, dont le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et la Bretagne. Enfin, des incertitudes demeurent dans 6 autres régions métropolitaines où gauche et droite sont au coude à coude, notamment les Pays de la Loire, où le PS et les écologistes font liste commune malgré le dossier Notre-Dame-des-Landes. Objectif, contrer Bruno Retailleau. Autre région incertaine, l'Île-de-France, où Claude Barthelone et Valérie Pécresse, au coude à coude dans les sondages, se livrent une guerre de fin de campagne très agressive. En Corse, le Front National se situe loin derrière 3 listes, les régionalistes, la droite et la gauche. Et à présent, on va prendre la direction de l'hémicycle du Sénat où nous attend Tam Tranui. Les sénateurs poursuivent cet après-midi l'examen du projet de loi de finances rectificative. Et c'est dans ce texte que sont discutées les mesures concernant la fiscalité du diesel. Et oui, les sénateurs débattent depuis hier de ce projet de loi de finances rectificative, ce texte qui revoit les grands équilibres budgétaires de la loi de finances 2015. Et donc depuis ce matin, plus particulièrement, ils s'intéressent à la fiscalité de l'énergie. Et vous l'avez dit, la question de la fiscalité du gazole et celle de l'essence. Rappelez-vous, début octobre, après l'affaire Volkswagen, le gouvernement annonce qu'il va y avoir sur 5 ans un rapprochement progressif de la fiscalité du gazole et de l'essence. La question qui reste à définir, bien sûr, c'est à quelle vitesse on va aligner la fiscalité de ces deux carburants et bien sûr si les utilisateurs vont y perdre ou vont y gagner. Et bien l'année prochaine, c'est déjà très clair, ils vont y perdre puisqu'il va y avoir un alignement certes, mais vers le haut puisqu'il va y avoir une augmentation de la fiscalité, plus 3,5 centimes sur le gazole, plus 2 centimes sur l'essence. Seuls les biocarburants sont épargnés. Cela s'explique, Michel Sapin l'a dit, en raison de la taxe carbone. En revanche, en fin de matinée, il va y avoir un changement pour 2017. Le Sénat a supprimé les modulations de taxes prévues sur les carburants. Je le disais, en 2017, ils veulent déjà mesurer les conséquences des modifications sur la fiscalité des carburants en 2016 sur l'économie, notamment sur le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi sur l'industrie automobile. Reste à voir si cet amendement porté par la droite sénatoriale va obtenir l'adhésion des députés, l'Assemblée nationale majoritairement à gauche. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions.
Nous vous en parlions cette semaine. C'est la fin du journal officiel, version papier. Pour en parler, Saveria Rougec nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Saveria. C'est donc la fin d'une longue histoire. Oui, après 150 ans, c'est donc la fin du fameux journal officiel sous sa forme papier. Alors le journal officiel, c'est ce journal qui recense tous les actes législatifs et leur donne une existence officielle. Il est énormément lu, en particulier dans les administrations. Et le dernier numéro papier devrait être publié le 31 décembre prochain. Alors ce passage au tout numérique devrait permettre 1 million d'euros d'économie. Une disparition qui ne laisse pas tout le monde insensible. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Sueur dans l'hémicycle. Je voulais souligner l'importance de cet instant où finalement une décision historique va être prise. Et je pourrais naturellement évoquer quelques nostalgies. Moi qui suis fils de journaliste, à l'égard du temps, du papier, de l'imprimerie et de la typographie, et rendre hommage aux typographes qui étaient de grands lettrés, des hommes de culture, qui ont beaucoup apporté à notre pays. Et peut-être pourrais-je, comme le fit Léo Ferré, dénoncer le temps du plastique où nous serons là à taper sur des ordinateurs devant des écrans. Voilà donc Léo Ferré, le temps du plastique. Mais l'autre particularité de cette proposition de loi, c'est que c'est le premier texte dont les articles ont été discutés en commission et non plus en séance. Alors on doit cette possibilité à la dernière réforme du Sénat qui permet l'examen de certains textes en commission, même si bien sûr Delphine, les discussions générales et le vote auront toujours lieu en séance. L'objectif bien sûr c'est de moderniser, de simplifier la procédure législative en désengorgeant la séance. Toute la question maintenant est de savoir si cette procédure express va se généraliser. Eh bien, pas évident. Je peux vous dire que pour l'instant, le Sénat n'a prévu aucun examen de texte avec cette nouvelle procédure. Merci beaucoup, Saveria. Ils sont 7 militants écologistes à être suspendus à la décision du Conseil d'État, assigné à résidence depuis la mise en place de l'état d'urgence. Ils jugent cette décision arbitraire. Mounir Soussi. L'état d'urgence à l'épreuve du droit. Le Conseil d'État examine les recours de 7 écologistes assignés à résidence depuis le 24 novembre. Devant la juridiction, ce rassemblement dénonce un détournement de l'usage des mesures d'exception adoptées après les attentats du 13 novembre. On a vu qu'il y avait une illustration très précise des dérives de cet état d'urgence, parce que là, on est vraiment pour nous sur une dérive de cette chose-là. L'effet d'aubaine a été mis, comment dirais-je, à profit pour mettre de côté des militants qui étaient très très utiles au mouvement social, notamment notre camarade qui est là. Pour éviter tout débordement lors de la COP21, le gouvernement a restreint la liberté de circulation de plusieurs militants écologistes. Aujourd'hui, il conteste ces décisions qui prennent fin demain, jour de la fermeture de la conférence sur le climat. Pour le Premier ministre, ces assignations à résidence sont justifiées. Ce sont des militants qui pouvaient représenter un vrai problème par rapport à l'ordre public. Dans ces moments-là, il n'y a pas que la question de la lutte contre le terrorisme qui est posée, mais il y a aussi la question du maintien de l'ordre public. Attendons sereinement la décision du Conseil d'État. Il rendra sa décision dans la journée, mais l'état d'urgence va aussi être scruté par le Conseil constitutionnel. Il va se pencher sur 2 questions prioritaires de constitutionnalité déposées par la Ligue des droits de l'homme. Elles porteront sur les interdictions de manifester et les perquisitions administratives. Jules Lepoutre nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes doctorant en droit public à l'Université de Lille, mais également chercheur à l'University of Westminster Law School. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Que peuvent attendre du Conseil d'État ces militants écologistes selon vous? On sait que cette décision est attendue dans la journée. Bien, aux dernières nouvelles, le rapporteur public concluait plutôt d'une certaine manière donner d'une certaine manière raison à ces militants écologistes. Donc on va voir ce que décide la juridiction, mais il est vrai qu'a priori, au fond, encore une fois, le rapporteur public considérait qu'il n'y avait pas d'atteinte à leur liberté fondamentale. Donc, il est délicat pour le moment de se prononcer sur ce que veut dire le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Ouais. Au-delà du cas de ces militants écologistes, il y a toute la question autour de l'état d'urgence et de sa constitutionnalisation finalement qui se pose aujourd'hui. Quels sont les risques, selon vous, d'une inscription dans la Constitution, d'un prolongement de l'état d'urgence ?
Il y a deux manières d'envisager la question. Est-ce qu'on constitutionnalise pour faire échec au contrôle du Conseil constitutionnel ou est-ce qu'on constitutionnalise pour créer un vrai régime garant des libertés et réellement encadré? Donc tout dépend des intentions du gouvernement et du projet. En l'état, et pour ce que je connais par rapport à la déchéance de nationalité, la solution c'est plutôt de faire échec au contrôle du Conseil constitutionnel. Donc malheureusement, ça ne va pas tout à fait dans le bon sens, qui est celui du respect de l'état de droit. Ouais, c'est une stratégie risquée selon vous pour l'exécutif qui finalement n'a pas souhaité prendre le risque de voir cette déchéance de nationalité jugée contraire à la Constitution. Il a préféré, pour contourner finalement cette menace, ce risque, de l'inscrire dans la Constitution. Voilà, c'est exactement cette logique qui est suivie et elle ne protège pas d'un contrôle futur par la Cour de justice de l'Union européenne ou par la Cour européenne des droits de l'homme qui se permettront sans aucune difficulté de contrôler ces dispositions au regard soit du droit de l'Union européenne, soit du droit de la Convention européenne. Ouais. Vous estimez qu'il y a un risque finalement d'inscription dans la durée de cet état d'urgence peut-être ? Oui, il faut être très attentif à cela puisque l'état d'urgence est une mise entre parenthèses des libertés ou du moins une manière de faire prévaloir la logique sécuritaire et le respect de l'engagement démocratique et libéral de notre État se concilie assez mal finalement avec cette logique sécuritaire. Il faut être très prudent. On a souvent entendu les arguments dire que finalement, pour justifier cet état d'urgence, que la première des libertés, c'était la sécurité. Alors, non, la première des libertés, c'est sûr que c'est une liberté très importante, mais elle doit se concilier avec beaucoup d'autres libertés. Le respect de la vie privée et familiale, le respect du principe de proportionnalité, le respect de toute une autre série de libertés que je ne vais pas énumérer. Évidemment, il s'agit de concilier les libertés entre elles et certainement pas de faire prévaloir l'une ou l'autre. Ouais. Quelle solution finalement juridique et législative reste-t-il au gouvernement alors pour contourner cette épée de Damoclès du Conseil constitutionnel? Mais c'est la solution qu'il s'apprête à suivre, ou en tout cas que pour l'instant il propose, à savoir inscrire dans la Constitution ces nouvelles dispositions qui vont les protéger du contrôle du Conseil constitutionnel puisqu'il se refuse à contrôler la conformité à la Constitution des lois constitutionnelles. Mais c'est une solution qui reste court-termiste puisque, comme je vous le précisais, d'autres cours internationales cette fois n'ont pas ces précautions du Conseil constitutionnel et n'hésitent pas à contrôler la conformité de ces dispositions à d'autres droits supranationaux. Ouais. Comment ça se passe dans les autres pays justement? Est-ce qu'il y a l'équivalent de notre état d'urgence? Oui, beaucoup d'États connaissent l'état d'urgence et à vrai dire, ces dispositions sont souvent contenues dans la Constitution, de la même manière que nous en France, on a par exemple les pleins pouvoirs qui sont contenus à l'article 16 de la Constitution. Donc il n'y a pas de problème de principe à inscrire ces dispositions dans la Constitution, il y a juste un petit problème au regard de l'état de droit quand il s'agit de les inscrire juste pour faire échec à un contrôle au regard des droits fondamentaux. Ouais. On parlait de la déchéance de nationalité, là aussi on sait que le gouvernement veut l'inscrire dans la Constitution. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qu'il y a de risqué dans cette stratégie défendue par le gouvernement? C'est un peu le sens de ce qu'on écrivait avec Patrick Veil dans Le Monde et Libération. Finalement, il s'agirait juste d'inscrire dans la Constitution la possibilité de déchoir les Français binationaux, pourquoi pas Français de naissance. Donc c'est inscrire dans la Constitution une inégalité entre les Français mononationaux et les Français binationaux. Et on le sait, les Français binationaux sont souvent des Français d'origine étrangère. Donc c'est inscrire dans la Constitution une forme d'inégalité profonde entre deux types de Français. Et le sens d'une constitution dans un État démocratique, c'est d'abord d'unir les citoyens et de rechercher la cohésion et la fraternité. Et malheureusement, cette inscription n'irait pas dans ce sens. Là aussi, on a entendu le Premier ministre Manuel Valls estimer que c'était de l'ordre du symbolique, justement, l'inscription dans la Constitution de cette déchéance de nationalité. Oui, mais un symbole qui n'est pas forcément à rechercher. Quand on lit bien l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle, on se rend compte que finalement, les arguments du gouvernement tentent à démontrer qu'une réforme législative de la déchéance de nationalité serait contraire à la Constitution et que c'est donc la seule et unique raison qui les conduit à inscrire cette réforme dans la Constitution. Donc l'aspect symbolique ne semble pas au premier plan, en tout cas quand on regarde cet exposé des motifs, et le symbole n'est pas souhaitable à mon sens. Que peut dire justement le Conseil d'État sur cet aspect aujourd'hui? Alors il est saisi en effet aujourd'hui, il va rendre un avis sur finalement les aspects formels et de fond de cette réforme. Il est là encore délicat de se prononcer sur ce que va dire le Conseil d'État. Je pense que en réalité la suite de cet épisode est plutôt entre les mains de la représentation nationale du Sénat et de l'Assemblée nationale qui vont décider ou pas d'inscrire à l'ordre du jour et se prononcer. Eh bien, merci Jules Lepoutre pour ce décryptage. Merci. La COP 21 joue les prolongations. L'accord universel contre le réchauffement de la planète devra attendre demain. À l'issue d'une nouvelle nuit de négociations, la présentation d'une version finale a été reportée pour surmonter les ultimes points de friction. Explication Pauline Dame.
C'est au sprint que va se finir le marathon. 24 heures supplémentaires pour lever les derniers obstacles. Mais le président de la COP 21, Laurent Fabius, reste confiant. Laissez-moi vous dire simplement que nous sommes presque au bout du chemin, que je suis optimiste. Je serai en mesure demain matin, à 9 h, de présenter à l'ensemble des partis un texte qui, j'en suis sûr, sera approuvé et sera un grand pas en avant pour l'ensemble de l'humanité. 2 pages en moins, plus qu'une cinquantaine d'options. Si le projet d'accord ressemble plus à un compromis, il reste encore plusieurs points d'achoppement. Au cœur des débats, la question du financement et de la différenciation. Qui devra donner de l'argent, à qui, quand et combien? Les pays riches ont promis aux pays du Sud une enveloppe de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, mais ils réclament une participation des pays émergents comme la Chine. Enfin, si le texte fixe une limite du réchauffement maximal de la planète en dessous de 2 degrés, une centaine de pays, notamment les pays insulaires, souhaitent limiter la hausse à 1,5 degré. Les négociateurs s'apprêtent à passer une nouvelle nuit blanche pour tenter d'obtenir un accord ambitieux sur le climat. Le texte devrait être adopté demain à la mi-journée. Et on ouvre notre page consacrée à la COP 21 avec 2 invités aujourd'hui. Bettina Laville, bonjour. Vous êtes conseillère d'État, cofondatrice du comité 21. C'est un réseau d'acteurs engagés dans la mise en œuvre du développement durable. Voilà. Merci d'être avec nous. Et Marie Brémaud, notre journaliste qui a suivi pour Public Sénat toutes ces négociations. Alors, comment on réagit finalement toutes les ONG dans ces discussions au Bourget, Marie? Dans le sujet, on a entendu Laurent Fabius. C'est vrai que les ONG, il faut d'abord souligner le rôle que jouent les ONG depuis le début de cette COP21, que ce soit Greenpeace, WWF, Réseau Action Climat, ils sont très présents. Bon, ça, il n'y a rien de nouveau. Ils exercent une pression constante sur les négociateurs en dénonçant les faiblesses de certains engagements. Il y a eu beaucoup de points presse, quasiment tous les jours. Mais en fait, ils ont plutôt été dans une démarche assez constructive, à toujours mettre en avant quand même ce qui avançait, avant en effet d'appuyer là où cela fait mal. Et sur cette dernière version d'accord, au-delà de la question du financement et de la répartition des efforts, ce dont tout le monde parle, les ONG trouvent les dispositions du texte trop floues, trop vagues, ce qui laisse trop de marge de manœuvre aux États, trop de flexibilité. Les ONG, elles, veulent un cadre plus strict, plus détaillé, afin que les parties ne puissent s'y souscrire. Concernant le mécanisme de révision, le texte prévoit que les États se retrouvent tous les 5 ans afin de dresser un bilan pour d'éventuels ajustements. Les ONG trouvent ce laps de temps entre chaque rendez-vous trop long et militent pour que cela soit plutôt tous les 3 ou 4 ans, notamment car les effets du réchauffement climatique évoluent très vite. Ouais, alors, quel que soit le texte définitif, cette conférence climat, Marie, a quand même été utile, rassurez-nous. Oui, Delphine, une question. Est-ce que vous vous souvenez de la COP 20 ? Bah voilà, c'est comme beaucoup de monde. Pour info, cette COP20, elle a eu lieu l'année dernière à Lima, au Pérou. Pour dire que la présidence française, elle a quand même réussi à faire de l'urgence climatique une question majeure et qu'en amont ou en marge de cette COP21, les acteurs politiques, industriels, financiers, la société civile, tous ont commencé à prendre conscience du virage écologique qu'il fallait prendre. En clair, cette COP21 a permis une prise de conscience générale, pas anodin si autant de chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement pour la journée d'inauguration. Autre manifestation de l'effet COP21 tout au long de cette année, certains fonds de pension américains ont décidé de ne plus donner d'argent pour construire des centrales à charbon. Cette semaine, un plan énergie solaire en Afrique très ambitieux a été adopté, de quoi rendre le continent leader en énergie renouvelable d'ici à 2030. La Chine, plus gros pollueur de la planète et qui jusqu'à présent faisait toujours partie des mauvais élèves, et bien la Chine, tout au long de cette COP, mais également de l'année passée, de l'année écoulée, bien la Chine a pris des engagements forts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quel que soit l'accord final, cette conférence climat n'aura de toute façon pas été inutile. Merci beaucoup Marie pour votre analyse. Bettina Laville, vous revenez du Bourget. Alors, où en est-on dans les discussions et quelles sont les chances finalement de parvenir à un accord ? Alors on travaille beaucoup au Bourget, on a travaillé beaucoup cette nuit, on recommence. Moi je pense qu'il y aura un accord. Le problème c'est le contenu de l'accord. Donc c'est vrai qu'il y a eu un texte, le dernier texte qui est bien meilleur en ce sens qu'il est beaucoup plus court, une vingtaine de pages.
et qu'il y a effectivement très peu de choses en question, mais bien entendu, c'est les choses les plus lourdes et surtout les plus, comment dirais-je, conflictuelles entre les parties. Donc, toute la nuit va être consacrée au travail. Je pense que nous aurons un accord demain. C'est vrai ce qu'il vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y avait un bon climat, il y a un climat de confiance, mais les points très lourd aurait pu, à mon sens, quand même être résolu avant. Et d'autre part, il y a une profonde contradiction quand même dans ce texte. C'est que on affirme le 1,5 degré, enfin même si on dit moins de 2, donc ça veut dire 1,5, d'autres veulent moins d'1,5. Et ça, finalement, c'est un peu le président de la République française qui a lancé cela, en particulier par rapport aux petites îles qui, à plus de 2 degrés, sont submergés, ça c'est certain. Bien. Donc, diplomatiquement, c'était quelque chose, comment dirais-je, tout à fait bien pour un pays d'accueil, mais en même temps, il faut se donner les moyens de ça. Et pour l'instant, sur la table, on n'a pas les moyens. Et pour l'instant, on est à plus de 3 degrés. Donc, en fait, c'est ce gap. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus important presque que le financement, parce que les 100 milliards, ils sont là d'une manière ou d'une autre. Alors, le problème, c'est qui les donne et à partir de quand on va en donner un peu plus, puisque 100 milliards, n'oublions pas que c'était jusqu'en 2020. Ouais. Justement, ce problème du financement, c'est ce qu'a rappelé François Hollande, c'est là la difficulté. Il faut une approche différenciée, c'est ce que demandent dans tous les cas les pays en voie de développement. Est-ce que ça, c'est possible qu'il y ait une différence de traitement, de paiement entre les pays les plus pollueurs et ceux finalement, ou historiquement pollueurs et les pays en voie de développement? Alors en fait, il y a 2 sujets, si vous voulez. C'est-à-dire que la Convention climat de 1992 repose absolument sur cette différenciation. Par exemple, les pays en développement n'ont absolument aucune obligation aujourd'hui. Et le tournant de Paris, c'est que tout le monde en est. Alors, les pays en développement ont accepté d'avoir non pas des obligations juridiques, mais se sont engagés sur le principe des contributions. Donc, manifestement, ont reconnu qu'ils devaient aussi, heureusement d'ailleurs pour les pays émergents et très pollueurs maintenant, comme la Chine, l'Inde, etc., qu'ils devaient faire des choses. Bon. En face, il y a le financement. Et là, ces pays, même les pays émergents, veulent rester dans le fameux groupe des 77 qui a doublé de volume et qui comporte aussi bien des petits pays très très pauvres que des grandes puissances qui, à force d'être émergentes, ont vraiment émergé, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Donc en fait, elles veulent toujours, ces grandes puissances, s'abriter derrière le statut de 92, alors que même si la Chine a fait un effort en donnant un petit peu d'argent dès cette conférence, eh bien, il faut bien dire qu'elles ne veulent aucun engagement juridique, financier. Et les pays développés, là, ne sont plus d'accord. Parce que les pays développés disent, effectivement, il y a l'histoire, etc. Mais il faut quand même bien dire que nous faisons des efforts importants depuis 20 ans, surtout depuis le protocole de Kyoto, même si le protocole de Kyoto n'a pas fonctionné. Par exemple, en Europe, on s'est astreint à des efforts tout à fait considérables. Bon. Et donc maintenant, il faut que l'effort soit commun. Et c'est profondément cela qui bloque, parce qu'une fois qu'on a à peu près un accord pour ce discours, il faut mettre des choses sur la table et surtout des dates sur la table. Et le problème de la date est très important. Quel doit être le rôle des États-Unis, mais aussi de la Chine? On sait bien que les présidents Obama et le président chinois ont affiché cette volonté vraiment de parvenir à un accord. C'est ces deux... le président Obama a non seulement affiché la volonté de parvenir à un accord, mais c'est à cause des États-Unis, en fait, qu'on ne fait pas d'accord juridiquement contraignant. Le dernier article, pour l'instant, du texte dit que les pays qui veulent le ratifier le feront et simplement le signer le feront. C'est très rare, quand même, une formulation comme ça, si vous voulez. Et c'est à cause du fait qu'on est obligé de contourner, si j'ose dire, le Congrès des États-Unis. Alors ça, il est évident que le président Obama s'est engagé. Il est évident que les États-Unis ont au dernier moment, il y a 3 jours, redonné des crédits pour l'adaptation. Là d'ailleurs, la partie adaptation, il faut bien le dire, sera celle qui a le plus progressé
à Paris, parce que tout le monde reconnaît qu'il faut non seulement des mesures d'adaptation, non seulement des mesures d'adaptation dans le texte, mais aussi des crédits pour l'adaptation. Ça, pour l'instant, c'est réglé, cette affaire, et c'est un pas déjà important. Bon. Et la Chine, vous savez, c'est surtout l'Inde en ce moment qui fait problème. La Chine est un peu en retrait. La Chine a dit qu'elle était d'accord pour toutes sortes de choses, et en particulier pour les rendez-vous réguliers de 5 ans. C'est le résultat du voyage du président Hollande en Chine. Ce qui concerne l'Inde, mais l'Inde ne veut absolument pas que ces rendez-vous aient lieu avant 2023. Or, 2023, c'est dans 9 ans. Et le GIEC a dit de manière extrêmement claire que ces 5 ans étaient absolument cruciaux pour qu'on ait une petite chance, je dis bien, d'endiguer le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés dans le siècle. Donc, si vous voulez, si nous attendons encore 9 ans sans rendez-vous et sans transparence et sans observation des pays entre eux, là, je pense que nous risquons d'avoir un problème et que du coup, la référence au 1,5 degré n'aura plus beaucoup de sens. Merci beaucoup Bettina Laville d'avoir accepté cette invitation et merci pour votre analyse. Dans le reste de l'actualité au Sénat, le rejet hier en séance publique par 29 voix pour et 311 contre d'une proposition de loi déposée par le groupe communiste dont l'objectif était de maintenir et de développer une offre de transport ferroviaire régional de qualité sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose d'écouter la réaction de Marie-France Beaufils, sénatrice communiste d'Indre-et-Loire. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que le schéma que notre rapporteure Evelyne Didier a donné dans le rapport montre que le transport par bus, par car je devrais dire, excusez-moi, tel qu'il est en train de s'organiser, suit exactement le réseau ferroviaire. Et que par conséquent, il est en pleine concurrence avec le réseau ferroviaire, alors que ce dont on a besoin, c'est de cars qui bouchent les espaces non desservis et qui nous permettent de relier les secteurs ferroviaires. Voilà, et nous vous en parlions dans les titres avec Tam Tranui. Les sénateurs examinent en ce moment le projet de loi de finances rectificative. Retour tout de suite sur les temps forts de cette séance, puis notamment en ce qui concerne le fonds de gestion des risques agricoles pour les aléas agricoles. C'est une sélection de la séance préparée aujourd'hui par Nadia Belromari. On demande la suppression de l'article qui prévoit le prélèvement de plus de 250 millions d'euros pour 2015 sur les ressources du FNGRA, lequel est destiné à contribuer au redressement des comptes publics dans les conditions de difficulté que connaît actuellement tant l'agriculture que la filière agroalimentaire. Et alors que la gestion des calamités agricoles est un enjeu majeur pour nos filières, cette importante ponction sur un fonds financé par les agriculteurs eux-mêmes apparaît complètement injustifiée. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons la suppression de l'article 2 du PLFR. L'article 2 de ce projet de loi de finances rectificative prévoit d'opérer donc avant le 31 décembre un prélèvement de 255 millions d'euros sur les réserves donc, du FNGRA. Ce fonds a été institué en 1993 afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole. Les sommes sont alimentées par une taxe actuellement de 11% sur les cotisations d'assurance des agriculteurs. Il doit être remplacé à terme par un système assurantiel privé soutenu par des aides en provenance de la politique agricole commune. Mais la transition de ce système de garantie publique vers un système privé doit se faire progressivement pour être menée à bien. C'est pourquoi la ponction prévue par le gouvernement envoie un signal particulièrement négatif. Cette ponction de 255 millions d'euros est une mesure lourde de conséquences alors que les agriculteurs et les éleveurs, on le sait, ont été particulièrement fragilisés cette année par les difficultés économiques et les conditions climatiques exceptionnelles. L'épisode de sécheresse et de fortes chaleurs que nous avons donc traversé cet été rappelle à tous l'absolue nécessité de préserver les réserves de ce fonds. C'est pourquoi il est proposé de retirer cette disposition. Il y a deux solutions, soit dans une crise systémique très lourde, et dans ce cas-là, le budget général serait conduit à abonder le fonds. Donc si on se retrouvait avec un sinistre de plusieurs centaines de millions d'euros, soit on est sur une crise de moyenne ampleur, et dans ce cas-là, on est dans un niveau de trésorerie qui permet de faire face, puisqu'en moyenne, les sinistres, c'est environ 40 millions d'euros par an.
Donc après le prélèvement au titre du FNGRA, évidemment un prélèvement qui contribue à l'équilibre des finances publiques, il y aurait environ 70 millions d'euros, c'est-à-dire en gros le double de la moyenne annuelle des sinistres. Voilà. Et en tous les cas, il n'y a pas de risque, puisque évidemment, si on se retrouvait face à une crise majeure, le budget général serait évidemment conduit à abonder le fonds. Donc c'est la raison pour laquelle la Commission souhaite le retrait de ces amendements. La Commission a une position sage et une analyse pertinente. La trésorerie, effectivement, restante après prélèvement, permet de couvrir une année complète, hors événement climatique exceptionnel. Vous avez raison, monsieur le rapporteur général. Donc, il y a deux mouvements qui sont faits. Il y a effectivement un prélèvement pour contribuer au relèvement des finances publiques, au redressement des finances publiques, mais il y a aussi une baisse de la cotisation pour les agriculteurs. Il est proposé de baisser la cotisation, de la diviser par 2, parce qu'effectivement, il est inutile d'accumuler des trésoreries dans des fonds, fussent-ils des fonds d'État, alors même que la dépense annuelle est couverte, je dirais même largement couverte par le niveau de cotisation. Donc les agriculteurs y trouveront aussi une baisse de leur cotisation. Par ailleurs, j'ai déjà dit, et je répète, puisque cet amendement a été souvent repris, y compris à l'Assemblée nationale, que bien évidemment, en cas d'événement climatique exceptionnel, ce qui s'est déjà malheureusement produit, l'État assurerait le niveau de solidarité indispensable. Donc le gouvernement est du même avis que la Commission, préconise le retrait ou à défaut le rejet. Parce que je fais confiance à l'État, quel qu'il soit, pour honorer ses engagements, je propose donc le retrait. Nous soutiendrons la position commune d'ailleurs de la Commission et du gouvernement. Nous pensons que c'est une politique sage, c'est la politique générale de l'État vis-à-vis des opérateurs et elle ne remet pas en cause le fonctionnement du fonds. Je pense que c'est une politique de sagesse. Donc hostile à l'amendement et demande de son retrait. Qui est pour cet amendement? Pour cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Donc l'article 2 n'est pas supprimé. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 2 est adopté. Et place à présent à notre magazine mensuel Sénat en action. Cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle revient en commission au Sénat la semaine prochaine en vue d'une adoption définitive début 2016. Je vous propose de voir ou de revoir le reportage de Jérôme Rabier. Il avait suivi le travail parlementaire des sénateurs sur ce thème. Grande distribution, le grand gaspillage, c'est tout de suite. Moi je récupère, ensuite je vais aller là-haut. Janvier 2015, Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Un homme met un coup de pied dans les pratiques de la grande distribution. Élu municipal, Arash Derambarche récupère à la fermeture d'un supermarché ce qui part normalement à la poubelle pour le redistribuer immédiatement. Salade, c'est comme si vous ou n'importe quel citoyen allait acheter en fait dans un supermarché à 20h30 et consommer le soir même. J'ai pris des yaourts pour mes enfants, des pains au chocolat. C'est des choses que vous pourriez acheter si vous ne pouvez pas acheter. Ah non, je ne peux pas, ça coûte trop cher. Aliments périmés dans quelques heures, emballages abîmés, autant de produits encore consommables, mais que les supermarchés n'ont plus le droit de vendre, mais rien ne les oblige à les donner aux associations. Vous voulez de la salade? Oui, s'il vous plaît. Tenez, madame. Un sujet qui révolte cet élu de 36 ans qui part alors en croisade médiatique. Il démarche des stars, court les plateaux télévisés et lance une pétition pour obtenir une loi qui imposerait le don des invendus des supermarchés. Pour dire stop au gâchis alimentaire, rejoignez-nous. Et signez la pétition. Signez la pétition. Signez la pétition. Signez la pétition. Plus de 200 000 personnes vont la signer. Fort de ce soutien populaire, Arash Derambarche contacte les politiques. Et au Sénat, c'est Nathalie Goulet, sénatrice UDI-UC de l'Orne, qui s'empare du sujet. J'ai suivi sa campagne magnétique. Je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu l'éviter, surtout sur Twitter où il est omniprésent. Et en fait, j'avais noté que Frédéric Lefebvre avait déposé un amendement dans la loi Macron
Et donc j'ai décidé de faire la même chose à l'article 10 et je l'ai déposé et je l'ai fait adopter. Vous avez des supermarchés qui tous les soirs jettent de la nourriture comestible et qui de surcroît versent dans les poubelles de l'eau de Javel pour être sûr que personne puisse venir le récupérer. Ces procédés sont absolument insupportables. Heureusement, la société civile ne nous a pas attendus, mes chers collègues. Ça fait belle lurette que ça se fait ici et là. Je pense préférable que cette proposition de loi qui est en cours de travail et qui viendra dans les prochains mois devant la Haute Assemblée me semble un cadre plus approprié pour traiter de ce sujet, tout en partageant l'ensemble des préoccupations qui ont été ici rappelées par l'un et l'autre d'entre vous. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Voté au Sénat mais non retenu dans le texte final de l'Assemblée nationale, l'amendement est à nouveau adopté dans le texte sur la transition énergétique avant l'été. Mais le Conseil constitutionnel le rejette pour des raisons de procédure. Ségolène Royal s'empare alors de ce sujet populaire et médiatique. Le gaspillage suite avec le coup de pression de Ségolène Royal à la grande distribution. La ministre a convoqué tout à l'heure les principales enseignes pour signer des engagements, notamment celui de ne pas détruire les invendus. Les distributeurs ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation. Les enseignes s'engagent sur le papier. Pas convaincus, les parlementaires décident de poursuivre leur travail et déposent une proposition de loi au Sénat comme à l'Assemblée. Pas question pour eux de s'en tenir aux bonnes paroles. Sur le terrain, dans l'Orne, Nathalie Goulet est venue voir comment cela se passe avec la Banque alimentaire, une des 18 associations agréées pour collecter les invendus de la grande distribution. Dans ce supermarché, on n'a pas attendu d'y être obligé pour donner aux associations. Cela se pratique depuis des années. Expliquez-moi un peu la répartition des produits. Donc 40 tonnes dans l'année, c'est énorme. Hein oui, donc comme j'expliquais, ça se divise en autant avec ce que la Banque alimentaire récupère au quotidien, des produits qui sont un peu défraîchis, mais qui sont consommables. À la base, on les aurait enlevés du rayon. Donc les enlever pour les jeter à la poubelle ou alors les mettre à disposition de la Banque alimentaire, pour nous, il n'y a aucune perte de temps. Et si ça peut faire profiter des gens, c'est le principal. Et s'il y avait une loi qui passerait, je pense que ça pourrait permettre peut-être encore davantage. Mais en tout cas, nous, au sein du magasin, ça fonctionne déjà très bien comme ça. Et on a plutôt un proverbe ici, c'est entre guillemets moins jeter, mieux donner. Ah oui? Merci de votre accueil. Et non, mais c'est avec plaisir. Une fois le camion chargé, c'est au local de l'association que s'opère la deuxième étape de la collecte, avec des règles bien définies. Alors, on n'a plus de palette. Quand ça vient là, on a une chambre de tri. Donc tout ce qui est fragile part et est trié là. Et nous avons pesé et c'est affecté immédiatement, validé au niveau date, au niveau température, etc. Il est affecté directement aux communes. Et ça reste au frais jusqu'à la livraison cet après-midi. Il faut que les emballages soient intacts, il ne faut pas qu'il y ait de... faut pas qu'il y ait percé, n'importe comment. Production germe, 22, voilà. Alors on n'a pas le droit de donner tout ce qui a été mixé, découpé, etc. On n'a pas le droit de donner les viandes hachées. Ah, le haché, vous ne pouvez pas le donner? Non. C'est vous qui avez fixé ou c'est les règles? Non, c'est les règles de la Banque alimentaire. Chaîne du froid respectée, bénévoles formés aux règles d'hygiène et de sécurité, la Banque alimentaire assure aussi une traçabilité des produits en cas d'alerte sanitaire. Alors forcément, l'initiative d'Arrache des Rambarches suscite des interrogations. Notre ami Arrache, là, il a donné sans se soucier vraiment des problèmes de sécurité alimentaire. Bah, lui, il a dit c'est des produits... Oui, non, mais bon, c'est le cœur qui a parlé, bon, c'était très bien. Mais il faut aussi savoir que quand on donne, on a la responsabilité... Ah, mais le diable se loge dans les détails. Ah ben oui, non, mais ça c'est hyper important. Parce qu'en fait, on reçoit tous les jours des alertes alimentaires des grands distributeurs. Donc il faut qu'on sache où c'est parti, nous. Oui, tandis que s'il prend directement, qu'il prend son cabas et qu'il va le donner, alors il n'y a pas de traçabilité. Non, alors ça c'est pas jouable, ça.
Cette banque alimentaire collecte 58 tonnes par an auprès de la grande distribution, l'équivalent de 30 000 repas. La loi obligerait toutes les surfaces de plus de 400 mètres carrés à donner, un changement énorme pour les associations. Si la question est, est-ce que cette loi est obligatoire pour que ça marche? La réponse est probablement non. Ça veut dire que bon, faut qu'on soit plus musclé au niveau bénévole, plus musclé au niveau camion. Il y a une logistique à mettre en place qui n'est pas celle qu'on connaît actuellement, qu'il faudra probablement augmenter, qu'il faudra en tout cas retravailler, quoi. Pour nous, je dis bien que pour nous, Banque alimentaire de l'Orne, ça marche bien, quoi. Donc en fait, la crainte que j'ai exprimée, c'est que c'est un équilibre très fragile et je voudrais, comme tous les équilibres, et je voudrais qu'il reste à peu près stable. C'est-à-dire que quand vous insérez de la contrainte, là où les choses se passent bien, ça braque les gens. Un équilibre difficile à trouver, même les associations sont divisées. Les banques alimentaires comme les Restos du Cœur sont plutôt défavorables à une loi. Alors qu'Action contre la faim comme la Croix-Rouge soutiennent cette initiative inspirée par Arash Derenbarch, lui ne souhaite pas opposer les différentes démarches. C'est complètement complémentaire ce que je propose par rapport au Restos du Cœur ou à la Banque alimentaire ou à toutes ces associations agréées qui peuvent stocker la nourriture. Je rappelle que les Restos du Cœur et la Banque alimentaire font des collectes toute l'année. Au même moment, les enseignes jettent tout de même 40 à 50 kilos. Ce sont des kilos, ce sont une quantité incompressible que toutes les enseignes jettent tous les soirs. C'est pour ça que j'ai voulu en faire une loi. Des supermarchés qui jetteraient tous les soirs des denrées encore consommables? Faux, répond la grande distribution, qui estime faire beaucoup dans ce domaine. Depuis des années, on se préoccupe localement de trouver un moyen pour que ces produits qu'on ne peut plus commercialiser ne soient pas, je dirais, bêtement jetés, mais trouvent une deuxième vie, une réutilisation possible. Des bons élèves? Il en existe en effet. Propriétaire de 3 supermarchés dans le Nord, Thomas Pocher est parfois surnommé le gérant vert. Depuis des années, il a mis en œuvre une politique de lutte contre le gaspillage à tous les niveaux de ses établissements, à commencer par le rayon fruits et légumes. Comme je vous disais, on a un cerveau reptilien, on est habitué à la cueillette. C'est très facile de disqualifier la tomate la plus moche de la caisse. C'est cette petite imperfection-là, elle va faire que cette tomate, elle va rester plus longtemps que les autres dans la caisse. Et que quand il n'en restera pas beaucoup et qu'on va remplacer cette caisse de tomates par une nouvelle, on risque de la disqualifier, de la poser de côté. Donc aujourd'hui, elle va faire partie de mon petit panier de 4 saisons qu'on va constituer là. Et on va pouvoir retrouver ce genre de choses. Vous voyez, voilà, c'est un poivron. Alors c'est vrai que si vous voulez le présenter comme ça, tout le monde achète un poivron qui est parfait alors que ça rentre vraiment en cuisine. Bon voilà, aujourd'hui on le repropose là. Il se retrouve avec un bouquet de persil, il y en a où il y a plus de fruits. Sur des gros volumes comme les tomates qu'on a à côté de nous, c'est des étals très jolis. Ça peut représenter jusqu'à 10% de gaspillage. Chaque jour, c'est 150 à 200 kilos de fruits et légumes retirés du rayon pour le réagencer. Donc c'est ici qu'on va retrouver les produits qu'on a vus tout à l'heure et qui sont proposés à petit prix, au même titre qu'on va proposer ici des bananes qui n'ont plus un aspect idéal, mais on va les proposer à un tout petit prix, vous voyez, c'est 30 centimes les 4 bananes. Ici, c'est récupération à tous les rayons. En boulangerie, les invendus de la veille servent à fabriquer du pudding maison. Les légumes vont dans les soupes et les fruits sont transformés en boissons à l'arrière du magasin pour leur donner une deuxième vie. Rien ne se perd, tout se transforme. On ne peut pas tout revaloriser comme on le fait ici, où là on redonne beaucoup de valeur au produit qui est vendu plusieurs euros du kilo en général sous cette forme transformée. On va aussi en vendre dans les cagettes qu'on confectionne directement en rayon et qu'on revend 3 euros les 5 kilos. Donc en remixant tout ça, on réussit à retraiter, à ne pas envoyer en valorisation énergétique à peu près 80% de notre gisement de produits organiques. Sur l'ensemble du magasin, du rayon frais à la viande en passant par des emballages d'épicerie abîmés, tout n'est pas réutilisable. C'est cette marchandise qui sera destinée aux dons, qui n'arrivent qu'en bout de chaîne, et représente tout de même de grosses quantités. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Pocher, bonjour. Bonjour. On y va? Tous les jours, des associations passent prendre la collecte des invendus.
On a un espace de tri et de sélection qui est ici, entre des produits qui doivent être rejetés, qui sont identifiés comme tels par les collaborateurs mis d'un côté, et l'immense majorité des produits, à peu près 90% de ce qu'on retire. C'est pour des raisons cosmétiques dans les fruits et légumes, on l'a vu tout à l'heure, ou pour le pain, c'est une question de fraîcheur théorique. On met ça à dispo à titre gratuit des associations qui viennent nous rencontrer. Et les autres produits, et je pensais notamment par exemple à ces produits-là, voilà, ça c'est du jambon qui était en promotion. On le voit, il y a une offre promotionnelle avec l'autre 2, 4 plus 2 tranches gratuites. La date est au 21. C'est plus dans ma charte fraîcheur. C'est mis à dispo dans cette zone des associations. Une pratique volontaire, mais aussi encouragée par une belle incitation fiscale. Un crédit d'impôt qui fonctionne comme celui pour les particuliers qui font des dons aux associations caritatives. Sur le don alimentaire, on semble redécouvrir ce qui s'appelle la loi Coluche, il me semble, où on permet à une entreprise de faire du don en nature. Et je me retrouve aujourd'hui honoré de pouvoir donner plus de 120 tonnes de marchandises par an dans cette entreprise. C'est donc 66% de la valeur de mes dons. Ça va représenter jusqu'à 200 000 euros par an. Il y a aussi un plafond qui était déjà prévu, qui est de 0,5% du chiffre d'affaires. Un coup de pouce censé inciter toutes les enseignes à s'engager, il reste pourtant du travail à faire. Toutes ces actions-là, elles sont en œuvre, elles sont déployées très largement. Aujourd'hui, je peux dire sans trembler qu'une bonne moitié de mes collègues, dans l'enseigne dont je fais partie, Leclerc, ont déployé le même genre de mécanisme. Et 95% des patrons de magasins sont conscients qu'il va falloir mettre en place des actions parce que la communication politique a un peu rattrapé le sujet, mais elle n'a pas inventé le sujet. Si les politiques se sont emparés du sujet, c'est bien que de nombreux magasins ne se sont pas encore convertis à ces bonnes pratiques. 21h, banlieue lyonnaise. Les gaspilleurs ont donné rendez-vous. Ce soir, ce collectif va faire les poubelles des supermarchés de la région. Moins on reste dans les lieux, mieux c'est. Donc on ne prend pas nos vacances dans les poubelles, quoi. C'est pas le meilleur endroit. On y va? Oui. Allez, hop. Ils s'introduisent en toute illégalité dans les arrière-cours des magasins de la grande distribution pour faire leur marché à leur manière. Donc du coup, là, c'est un plan où vous venez régulièrement? Ouais, on vient assez régulièrement. Et du coup, en fait, ici, c'est super bizarre parce qu'ils trient tous les aliments. Et du coup, on a la benne de pain, on a la benne de viande. C'est parti pour 15 minutes de récupération avec leurs propres règles sanitaires. Ça, c'est de la viande du jour? Ouais, c'est de la viande du jour et tu vois, là, par contre, c'est gonflé, donc c'est pas bon. Même si la couleur, elle est bonne, c'est gonflé. Mais tu vois, ça, c'est sous vide. Des crevettes à poêler, à mon avis, ça vaut le coup d'être tenté. Ça a l'air bon. Merguez, elles sont bien rouges. Ça date du 21, donc là, il va falloir faire attention, mais normalement, c'est bon. Et franchement, tu vois, c'est même pas gonflé. Donc, genre le raisin. Je sais pas, le raisin, il a l'air bon à manger, il est pas pourri. Et pourtant, il est là. Du coup, je pense qu'on va faire un cabas entier. Il est nickel. Hein. Là, c'est typiquement le type d'aliments frais, du coup de fruits frais, où on comprend pas du tout pourquoi ça a été jeté. Et en fait, quand on fait la récup, on se pose quelques questions. C'est pourquoi ça a été jeté, et si c'est en bon état, et si c'est comestible. Du coup, par exemple, les produits où le packaging il va être un peu gonflé, ça veut dire que c'est passé. Mais par exemple, ce genre de raisin, on se demande clairement pourquoi il a été jeté. Hop, c'est fini. Cette nuit-là, 4 enseignes de marques différentes seront visitées. Un véritable butin est collecté pour une redistribution le lendemain dans le centre-ville de Lyon. « 13h, place Bellecour, un étal un peu particulier s'installe. Habitués et curieux attendent le lancement de la distribution, non sans écouter le message des membres du collectif dont nous préserverons l'anonymat. Ok, les gaspilleurs, hier soir on a récupéré 300 kilos de nourriture dans 3 supermarchés dans la banlieue lyonnaise. Aujourd'hui on se met rue de l'Arrêt, on change à chaque fois de lieu.
pour distribuer toute cette nourriture qui est aussi de la vôtre, parce que c'est votre thune qui est là, pour la distribuer gratuitement à tous. Et pourquoi à tous? Parce que les pauvres, en fait, ils n'ont pas de thune, et c'est pas eux qui font tourner cette économie de merde. Voilà. Donc en fait, vous pouvez y aller, il y a entrée, plat, dessert, salé, sucré, il y a absolument tout. Je vais tourner avec mes petites chouquettes ici, et vous pouvez vous approcher, et si vous avez faim, c'est parti, quoi. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire passer quel message? Le message que c'est aberrant que le gaspillage alimentaire continue, que malgré les bonnes pratiques soi-disant des grandes surfaces, il y a quand même 300 kilos dans les poubelles. Là, on a fait 4 magasins. On aimerait bien avoir les chiffres du gaspillage alimentaire pour pouvoir contrôler ça. Donc on dit à tout le monde comme quoi c'est les consommateurs qui gaspillent le plus, mais à mon avis, ce qu'on a là, c'est quand même beaucoup plus que chacun ne peut gaspiller en une année. On peut se mobiliser contre le gaspillage alimentaire et faire bouger les choses du bas avant d'attendre que les politiques se bougent et le fassent pour nous, en fait. Toute cette nourriture jetée, dont une bonne partie avant la date de péremption, suscite l'indignation. Non mais c'est une honte, 25,09. Vous avez vu? Quand on pense qu'il y a la moitié de la planète qui a faim, c'est lamentable. Ça vous choque, madame, de voir tout ça dans les poubelles au supermarché? Absolument, oui, absolument. Au mieux de le donner. L'opération est un succès, le stand est presque vide et le message est passé. La grande distribution en a pris pour son grade. Une loi permettrait-elle d'empêcher ce grand gaspillage? Pour s'en rendre compte, direction la Belgique et la banlieue de Liège. Bienvenue à Herstal, ville de 40 000 habitants et pionnière en termes de lutte anti-gaspillage. Dès 2013, le maire a imposé le don des invendus des grandes surfaces. On s'est dit, localement, nous pouvons également agir. Et c'est comme ça qu'on a essayé de trouver une formule pour pousser la grande distribution à redistribuer leurs invendus. C'est facile à mettre en place quand on décide ça? Pas toujours. Pas toujours, en effet. Il y a de la résistance au changement d'habitude et notamment au niveau de la grande distribution. Dans cette enseigne, on a été volontaire pour lancer le projet. Et chaque matin, les mêmes gestes sont répétés. Donc on regarde les dates qui ne sont plus vendables. Soit ici, bon, vous voyez, à la date du 3 du 10, nous sommes le 30, mais par contre, ce n'est plus vendeur pour les clients. Donc nous le retirons de la vente et nous le scannons. Comme ça, nous avons une trace de ce que nous donnons aux associations. Et puis nous mettons ça dans un bac. Quand nous avons terminé le rayon, nous allons mettre ça au frais pour respecter la chaîne de froid. Et vers 9h, 9h15, l'association vient, on sort les papiers avec les articles qui sont imprimés dessus, comme ça ils ont une trace de ce qu'ils prennent et nous aussi. Ici, la loi n'a pas changé grand-chose, car ce magasin était déjà engagé et voit désormais plus loin. Mais vous savez, on le fait depuis des années, des dizaines d'années. Et donc, pour nous, il n'y a rien qui a changé. On pourrait même aller plus loin. On est Carrefour en Belgique, ne demanderait pas plus que chaque magasin le fasse, que chaque association puisse en profiter et qu'on passe par un logiciel au niveau national où chaque association soit contrôlée par l'AFSCA, bien évidemment, par le gouvernement et que les invendus que nous mettons à disposition des associations soient également cherchés et donc redistribuer à ceux qui en ont besoin. Nous demandons pas mieux. En Belgique, pas de crédit d'impôt généreux comme en France et pourtant, tout le monde s'y est mis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Belgique, nous ne le faisons pas pour de raisons fiscales ou financières. En Belgique, nous le faisons parce que ça fait partie de notre politique en Belgique et de Carrefour. C'est l'anti-gaspi, ce sont les hommes et c'est la biodiversité. Et c'est de savoir que quand on a des produits, des invendus, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut en bénéficier, il faut le donner à quelqu'un d'autre au lieu de le jeter. Dans cette ville, seul un établissement a reçu une amende de 5 000 € et s'est depuis converti aux dons alimentaires.
Et les autorités sanitaires ont modifié leurs règles pour favoriser ces initiatives. La traçabilité a notamment été fortement allégée. Les barrières ont été revues pour les banques alimentaires, surtout au niveau de la traçabilité, pour que cette lourdeur administrative, qui est clairement considérée comme une barrière pour les entreprises, à juste titre, pour des associations caritatives, on ne peut pas passer les 3/4 de sa journée à remplir des papiers, eh bien l'AFSCA, l'agence, en a tenu compte et a permis, par cet arrêté ministériel et cet assouplissement spécifique pour les banques alimentaires, a permis de faire perdurer l'activité d'associations caritatives. D'autres villes belges ont depuis repris cette idée et le maire d'Herstal espère désormais une initiative européenne. On doit viser cela, je crois que c'est un élément important. Toutes les initiatives dans les différents pays sont intéressantes et j'ai eu l'occasion notamment en France d'avoir un échange d'expériences sur le thème et de participer aussi à une pétition au niveau international pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. En France, une commune ne peut pas imposer cette mesure, seule une loi le permettrait. Plus d'1 mois après l'accord signé par les enseignes de grande distribution avec Ségolène Royal, nous sommes retournés à Courbevoie en compagnie d'Arrache des Rombarches en caméra cachée pour voir si les pratiques avaient bougé. Dans cette enseigne qui a 3 magasins sur la commune, rien n'avait été mis en place jusqu'au mois d'août. Je me permets de venir vous voir. Ségolène Royal en fait a fait son accord il y a 1 mois. Oui. Pour la redistribution en fait des denrées alimentaires consommables invendus. Donc moi quand je représente l'association, l'association est à jour. Oui. Je me permettais de venir vous voir des invendus. Oui. Mais nous on donne déjà. Oui mais pas tous les soirs. Non, tous les matins. Pas tous les soirs, tous les matins. Mais si on peut trouver un créneau aussi pour que moi mon association puisse venir récupérer. Vous avez un camion qui va chercher, Je viens récupérer, non, je fais une distribution immédiate moi. On travaille déjà avec la mairie du Courbevoie. Non mais c'est pas la mairie là, je parle des associations. Non mais je dis, nous on travaille déjà avec la mairie de Courbevoie. Tous les jours? Tous les matins, ils viennent chercher. J'ai reçu un mail à partir de tel jour, il y a quelqu'un qui présente de la mairie, vous devez donner ça de tel jour à tel jour. Voilà les produits. J'ai une liste de produits à donner et voilà, c'est tout. Une consigne du siège s'est donc imposée. Dans une autre, en revanche, une employée confirme les mauvaises pratiques. Je voulais savoir, vous savez, Ségolène Royal a fait passer l'accord il y a quelques semaines sur l'autorisation que n'importe quelle association pouvait venir faire une distribution. C'est bien ça. Voilà, donc moi je viens vous demander en fait les invendus du programme de l'association. Voilà, et je voulais savoir quand est-ce que c'est combien de dates pour venir chercher les invendus, que vous en avez ou vous les soirs? Oui, les soirs même là on en a, la casse et tout ça, on en a. Et normalement, l'éducateur avait dit que c'est pas absolument interdit de donner, bon, comme là vous avez un accord. Non, moi j'ai pas d'accord, moi. Oui, c'est les communes plus royales qui a. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant, j'ai des infos et tout ça. Mais moi, je vais prendre le truc et je vais en parler avec le responsable. Je peux prendre une photocopie. Bien sûr. Donc, comme ça, je donne l'original et je prends la photocopie. Demain, je verrai ma responsable et je vous en parlerai. D'accord. Et après, on va voir avec le superviseur s'il est d'accord. Pourquoi il ne serait pas d'accord? En général, il avait dit que c'était interdit quand je lui ai posé la question. La direction rappellera le lendemain pour confirmer son refus de donner pour une redistribution immédiate et aucune convention n'est encore signée avec une association. L'engagement volontaire n'étant pas suffisant, les parlementaires examineront un texte dans les prochains mois qui obligera au don et encadrera la collecte. C'est un vrai sujet et je crois que le talent d'Arrache des Rombarches dans tout ce dossier, ça a été de rendre extrêmement visible, encore une fois, un problème qui touche à l'éthique, aux religieux, au sacré de la nourriture, etc. Donc ça nous touche tous, évidemment. Donc je crois que c'est un très bon sujet et donc on est aux confins de la générosité et d'une vraie plateforme de gestion avec des bénévoles qui doivent être formés, avec une véritable logistique. Et ça, on ne peut décemment pas le laisser entre les mains de petites associations qui ne pourraient pas le faire. Un texte qui s'attaquera enfin au gaspillage de la grande distribution, un secteur essentiel mais responsable de moins de 10% du phénomène. Rien concernant les citoyens, qui seraient pourtant responsables d'environ 70% de ce gâchis et qui ont un rôle majeur à jouer dans ce domaine. C'est la fin
fin de cette édition de Sénat 360. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dimanche dès 19h30 en compagnie d'Arnaud Ardouin sur les chaînes parlementaires pour une soirée spéciale résultats et analyse du second tour des élections régionales. Bon week-end à tous et à dimanche.